Lucas Miller ne se faisait pas remarquer. C'était le genre de gars que la plupart des gens oubliaient de présenter au barbecue annuel de l'entreprise. Non pas qu'il était inamical, mais parce qu'il ne réclamait pas l'attention. Il avait la quarantaine, taille moyenne, corpulence moyenne, pas de vantardise sur LinkedIn, pas de slogan « Disrupter l'industrie » collé sur son bureau. Il arrivait tôt, partait un peu tard, buvait du café noir sans sucre, et disait très peu de choses en réunion à moins d'être interrogé. Mais ce qui rendait Lucas dangereux, ce n'était pas ce qu'il disait, c'était ce qu'il savait. Aldan Tech Systems était une entreprise de logiciels de taille moyenne basée dans un parc de bureaux sans cachet dans le New Jersey. Rien de sexy. Il ne fabriquait pas d'applications de rencontres ou de plateformes sociales. Il ne construisait pas d'IA de pointe ni de VR sous licence. Leur produit principal était un ensemble d'outils internes personnalisés pour les entreprises de logistique, tableaux de bord d'inventaire, suivi des expéditions et outils de communication B2B. C'était du code laid, lourd en héritage et plein de systèmes bricolés, construits sur une période de 2 décennies. Et Lucas, c'était le bricoleur. Il ne se contentait pas d'écrire le code. Il comprenait le squelette de l'entreprise. Il avait intégré 3 générations de chefs de projet, réécrit 5 intégrations back-end et maintenu la compatibilité avec des systèmes si anciens qu'ils fonctionnaient encore avec des scripts qu'il avait écrits sous l'administration Obama. Mais Lucas ne se vantait jamais. C'était le travail de quelqu'un d'autre. Brad Aldan était le plus jeune fils du PDG. Fraîchement sorti de Stanford avec un master en leadership entrepreneurial. Brad avait été parachuté dans les hautes sphères de l'entreprise comme tant d'autres de son espèce. On lui avait donné un faux rôle, vice-président des initiatives stratégiques, et il s'était lentement faufilé dans la prise de décision réelle. Il s'habillait comme un milliardaire de la Silicon Valley, hoodie en réunion, basket blanche en salle de conseil, et ce petit sourire suffisant réservé aux hommes qui n'avaient jamais rien construit mais pensaient pouvoir tout gérer. Pour Brad, Lucas était un poids mort. Il a un jour plaisanté lors d'une réunion, Lucas est comme un fax. Toujours là, d'une manière ou d'une autre, et personne ne veut s'en débarrasser parce que personne ne sait ce qui se passe quand on le débranche. Tout le monde a ri. Lucas non. Il a juste souri faiblement et est retourné à son clavier. Le jour où cela s'est produit était un mardi. Lucas venait de finir de déboguer une erreur de synchronisation nocturne qui retardait les confirmations de commandes pour 3 de leurs plus anciens clients. Il n'avait pas beaucoup dormi, mais les journaux étaient propres, et il s'était enfin accordé un petit moment de fierté. C'est alors que l'email est arrivé. Objet, demande des RH. Réunion immédiate à 10h30. Il a marché tranquillement jusqu'au bureau du 2e étage où Brad l'attendait déjà. Les stores étaient à moitié tirés, la lumière du soleil traversant maladroitement le faux parquet. Une femme des RH se tenait dans un coin avec un ordinateur portable fermé. Brad a à peine levé les yeux. Lucas, dit-il sèchement, en lui faisant signe de s'asseoir en face de lui. Merci d'être venu. Je vais aller droit au but. Lucas savait déjà. Il le sentait. Pas de panique, pas de surprise, juste l'inévitabilité. Comme regarder une voiture rouler lentement vers une falaise sans personne au volant. Nous restructurons le département, continua Brad. Votre poste a été rendu redondant. Lucas cligna lentement des yeux. Je vois. Brad se pencha en arrière sur sa chaise, s'attendant clairement à plus de résistance. Écoutez, ce n'est pas personnel, mais nous devons faire entrer du sang neuf. Des penseurs agiles, le genre de personnes qui comprennent où le marché va. Mon neveu Connor, un gamin brillant, il vient de terminer un programme accéléré au MIT. Il arrive pour diriger la stratégie technologique. Lucas ne répondit pas, bien sûr, ajouta Brad presque comme une arrière-pensée. Nous apprécions tout ce que vous avez fait. Vous recevrez une indemnité de départ, 2 mois de salaire, plus, vous pouvez garder l'ordinateur portable de l'entreprise. Lucas parla enfin. J'ai rendu l'ordinateur portable la semaine dernière. J'utilise le mien. Brad se racla la gorge. D'accord. Très bien. La femme des RH lui tendit un dossier. Lucas le prit. Ne l'ouvrit pas. À 10h57, Lucas se tenait devant le bâtiment, une boîte en carton à la main.
Le parking brillait au soleil. À l'intérieur de la boîte, une tasse de café avec un logo fané d'une retraite dont personne ne se souvenait. Une petite plante en pot. 2 photos encadrées de ses nièces. Une clé USB sans étiquette. Cette clé USB contenait tout. Il ne pleura pas, ne cria pas, ne claqua pas de porte ou n'alla pas se plaindre en ligne. Lucas monta simplement dans sa voiture, roula 5 pâtés de maison jusqu'à un petit café de centre commercial, et s'assit dans le coin le plus éloigné où personne ne pouvait entendre les rouages de son esprit commencer à tourner. Il commanda un café noir, sans sucre. Puis il sortit son ordinateur portable, brancha la clé USB et commença à faire l'inventaire, non pas des fichiers, mais du pouvoir. Car si Aldan pensait pouvoir jeter Lucas comme du code de rebut, ils étaient sur le point d'apprendre ce qui se passe quand l'homme silencieux derrière le rideau décide de tout débrancher. Le café sentait l'espresso brûlé et le nettoyant pour sol au pain. Lucas aimait ça. Un peu amer, un peu stérile, juste assez silencieux pour penser. La clé USB devant lui semblait inoffensive. Un simple plan argenté, le genre que l'on pourrait prendre pour un cadeau bon marché lors d'une exposition technologique. Mais ce qu'elle contenait, c'était différent. Lucas avait construit le cœur de l'architecture système de Aldantech, y compris les anciens frameworks, ceux assemblés à partir de zéro avant que l'entreprise n'ait un vrai financement, et les nouvelles superpositions que Brad aimait défiler et présenter. Tout ce qui était moderne et poli reposait sur des os que Lucas avait sculptés lui-même. Il n'a pas copié de données propriétaires. Ce serait illégal. Ce qu'il avait, c'était ce qu'il avait écrit, les notes personnelles, les schémas d'architecture, les journaux de mise à jour, les identifiants d'administrateurs qu'il avait lui-même créés. Ce n'était pas du vol. C'était de la documentation, quelque chose dont Brad n'avait jamais vraiment souci. Lucas ouvrit le premier dossier, schéma système. À l'intérieur se trouvaient des JPEG, des PDF et des scans dessinés à la main des relations entre les serveurs que personne d'autre n'avait touchés depuis des années. Certains logiciels renvoyaient encore à des API obsolètes que seul Lucas comprenait. Puis il ouvrit, coffre d'informations d'identification, une simple feuille de calcul, mot de passe pour le shell Linux, le pipeline Jenkins CI, CD, les bases de données obsolètes et le pont hérité qui exécutait des synchronisations nocturnes pour leurs plus anciens clients. La plupart de ceux-ci expireraient avec le temps. Et c'était là la clé, car Lucas n'avait rien saboté. Il n'avait pas besoin de le faire. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de ne rien faire. Aldantech avait grandi trop vite pour son propre bien. Ils étaient passés de 6 clients à plus de 50 en moins de 4 ans. Mais au lieu de reconstruire entièrement leur infrastructure, Brad avait insisté pour faire évoluer ce qui existait déjà. Lucas les avait avertis 2 fois du risque. L'ancien système de base de données locales de l'entreprise ne pouvait pas suivre le rythme des nouveaux tableaux de bord cloud. Pour maintenir les choses en marche, Lucas avait créé un pont hérité, un correctif temporaire qui traduisait les requêtes entre les anciens et les nouveaux systèmes chaque nuit. Cela fonctionnait, mais ce n'était pas durable. C'est comme scotcher un tricycle à une Tesla, avait dit Lucas au conseil d'administration lors d'un examen technique. Il l'avait ignoré. Le pont fonctionnait avec un certificat numérique configuré pour expirer 6 mois après la mise en œuvre. Juste assez de temps pour des mises à niveau appropriées. Lucas avait créé un script pour alerter l'équipe 30 jours avant l'expiration. Personne ne l'avait activé. Ni Brad, ni Connor, ni les jeunes ingénieurs. Lucas avait laissé le système propre, entièrement légal, entièrement fonctionnel, mais sans formation, sans redondance, sans plan de reprise après sinistre. Car chaque fois qu'il demandait à documenter ou à encadrer, Brad le repoussait avec des phrases comme « Nous ne allons pas gaspiller des heures facturables sur du code ancien ». Ainsi, lorsque tout échouerait, cela ressemblerait à une mauvaise gestion, pas à un sabotage. Ce qui était exactement le cas. 2 heures passèrent dans le café tandis que Lucas passait en revue la clé USB, redessinait sa carte mentale et élaborait son plan. Il n'allait pas se lancer dans un saccage numérique. Il ne s'agissait pas de vengeance au sens d'un méchant de film. Il n'allait pas faire planter des systèmes, verrouiller des fichiers ou écrire des virus. Il allait exposer la vérité stratégiquement. Silencieusement, il ouvrit un nouveau dossier crypté et le nomma « Contingence ». À l'intérieur, il rédigea 3 documents, une lettre au plus grand client de Aldantech, rédigée professionnellement,
anonyme, soulignant des préoccupations concernant les mises à niveau système manquées et les retards de projet. Pas d'accusation, juste des données. Un résumé d'audit, un exposé clair des outils internes qui fonctionnaient encore sur du code hérité, y compris des captures d'écran d'anciens frameworks intégrés dans la nouvelle interface utilisateur. Une analyse des pannes récentes recoupée avec les modifications de code effectuées après le départ de Lucas. La plupart étaient de simples erreurs, un cron job cassé, un équilibreur de charge mal configuré, une API qui pointait toujours vers un environnement de test au lieu de la production. Il enregistra le dossier, encrypta le tout et le sauvegarda sur 2 disques cloud distincts sous des alias différents. Puis il contacta Melissa Tran. Melissa avait commencé chez Aldan 2 ans après Lucas. Elle était intelligente, dure et cynique d'une manière que Lucas respectait. Elle ne jouait pas la politique, ne feignait pas les sourires, ne cirait pas les bottes de Brad. Elle fut l'une des rares personnes à avoir serré Lucas dans ses bras le jour de son départ. Son message arriva instantanément. « Melissa, ça va ? Mieux que prévu. Tu prépares quoi ? Rien d'illégal, mais certainement quelque chose. J'ai besoin de tes yeux et de tes oreilles. Rien de plus. J'ai collecté des captures d'écran depuis que Connor a oublié de désactiver l'accès public à notre serveur de staging. Tu es une bénédiction. Non, je déteste juste regarder des hommes stupides gâcher de bonnes choses. Avec son aide, Lucas aurait désormais une vue de l'intérieur. Il n'avait pas besoin d'un accès administrateur. Il avait Melissa. Cet après-midi-là, Aldan Tech a tenu une réunion générale sur Zoom pour présenter Connor. Melissa l'a enregistré. Connor ressemblait à un enfant jouant au PDG de la tech. Il portait un polo moulant, des cheveux gominés, et était assis devant un micro de podcast à $400 qui faisait ressembler sa voix à celle d'un streamer Twitch. L'angle de sa caméra était trop élevé, ce qui donnait l'impression qu'il était interviewé par un géant. « Merci à tous », commença-t-il. Je suis vraiment excité de diriger ce département. Nous allons nous efforcer d'atteindre un avenir plus agile et modulaire. Beaucoup de microservices, des environnements zéro confiance, des builds conteneurisés. Vous savez, nous allons disrupter nos propres systèmes avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Lucas a revu l'enregistrement 2 fois. En arrière-plan sur l'étagère de Connor, il y avait une plante que Lucas reconnaissait, la même qu'il avait laissée dans sa boîte en carton. Il ne l'avait même pas jetée. Il l'avait recyclée. Lucas n'a pas envoyé de courriel cette nuit-là. Il n'a pas contacté les clients. Il n'a pas appuyé sur des interrupteurs. Il a attendu. Laissé l'incompétence remonter à la surface par elle-même. 3 semaines plus tard, Melissa a de nouveau envoyé un message. Melissa, la paix est encore en retard. Connor dit que le script de paix n'a pas été exécuté. Il ne sait pas qu'il doit être déclenché manuellement s'il y a un redémarrage du système. Quelqu'un a prononcé mon nom ? Seulement à voix basse. Lucas sourit. L'effondrement avait commencé. Non pas par une explosion, mais par la pourriture. Et la pourriture, une fois qu'elle se propage, devient irréversible. Ça a commencé par des murmures. Un rapport manqué ici, un délai là, des réinitialisations de mots de passe qui ne fonctionnaient pas, des réponses automatiques par email qui tournaient en boucle sans fin. Des clients se plaignant d'erreur 504 Gateway comme si ce n'était qu'une de ces semaines. Mais Lucas savait mieux. Il avait déjà vu ce genre de déclin. Non pas dans les systèmes, mais chez les gens, dans le leadership, dans la gestion qui essayait de gérer les logiciels comme de la restauration rapide, bon marché, rapide et remplaçable. La différence cette fois, c'était qu'il regardait tout de l'extérieur, aux premières loges. Melissa lui avait envoyé des miettes de pain quotidiennement. Rien qui ne violait les politiques. Juste de petites choses, des captures d'écran, des transcriptions de réunions, des courriels transférés, des notes sur qui avaient l'air nerveux, qui chuchotaient dans les coins. Melissa, Connor a installé un conteneur Docker en utilisant un tutoriel de Reddit, et maintenant l'environnement de staging renvoie des erreurs SSL. Lucas, il a conteneurisé la base de données de production ? Oui, en un clic avec les privilèges root. Ils vont hurler quand la sauvegarde ne se remettra pas en place. Le support informatique a déjà envoyé un email à tous demandant si quelqu'un a encore des copies locales des journaux du premier trimestre.
Ça aurait été drôle si ce n'était pas si prévisible. Lucas ne les sabotait pas. Il ne touchait même à rien. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'attendre. Le plus grand client de Aldan était Greenbridge Logistics, une entreprise de transport et de distribution valant des milliards de dollars qui s'appuyait sur la plateforme de Aldan pour le suivi des conteneurs en temps réel, la surveillance des itinéraires et les tableaux de bord de performance des livraisons. Lucas avait personnellement géré l'intégration avec Greenbridge, un monstre de système qui nécessitait des API personnalisées, des déclencheurs de webhook et 3 canaux de synchronisation distincts. Il s'était même rendu à Houston une fois pour s'asseoir dans une salle de serveurs sans fenêtre et patcher manuellement leur script côté serveur à 2 heures du matin. Brad n'y est jamais allé. Connor, bien sûr, ne savait même pas ce qu'était un webhook. Un matin, Melissa a envoyé un autre message. Melissa, Greenbridge est furieux. Ils disent que les statistiques de livraison n'ont pas été mises à jour depuis 3 jours. Connor a mis ça sur le compte des problèmes météorologiques. Lucas, ils opèrent en Arizona. Oui. Et leur CTO était en conférence. Il n'a pas dit un mot. Il l'a juste regardé comme un scientifique observant un insecte tourner en rond. Capture d'écran de la chaîne de mai. Elle l'a fait. C'était de l'or. Connor avait promis une correction avant la fin de la journée. C'était il y a 2 jours. Lucas avait planifié cette étape avec soin. Pas de vengeance, pas d'attaque, juste de l'information. Il s'est connecté à un client de messagerie crypté via un VPN et a composé un message à edatdirector@greenbridgecorp.com. Objet, votre intégration Aldantech. Avertissement interne. Bonjour, je suis un ancien développeur qui a été licencié lors de la récente restructuration chez Aldan. Ce n'est pas une menace. C'est une courtoisie. Vous n'êtes peut-être pas conscient que plusieurs des systèmes centraux sur lesquels vous comptez ont été conçus sur mesure et maintenus par un seul ingénieur. Ces systèmes incluent vos intégrations de suivi en direct, la mise en cache multinœud du tableau de bord et la synchronisation back-end qui alimentent vos outils BI internes. Depuis le départ du développeur original, les systèmes fonctionnent probablement en pilote automatique. Ma préoccupation, et la raison pour laquelle j'écris, est que des mises à jour critiques n'ont pas été effectuées depuis plus de 6 mois et que vous pourriez être exposé à une perte de données ou à une corruption de synchronisation si ces problèmes ne sont pas résolus. Veuillez demander à Aldan si leur équipe actuelle peut vous fournir un diagramme complet de votre infrastructure back-end actuelle et le calendrier de rotation des clés API. S'ils ne le peuvent pas, vous saurez ce que je veux dire. Sincèrement, un ami. Il a cliqué sur « Envoyer ». Puis il a fermé son ordinateur portable et est allé se promener. Non pas pour se cacher, non pas pour paniquer, pour respirer. Le fil avait été tiré. Maintenant, ce n'était qu'une question de temps. 3 jours plus tard, Aldan a tenu une séance de questions-réponses virtuelles avec les clients. Melissa a rejoint l'appel et a laissé son micro éteint. Elle l'a enregistré sur son téléphone et a envoyé le fichier à Lucas avec une seule ligne. Melissa, tu vas adorer ça. Lucas a regardé. Connor se tenait à la tête de l'appel Zoom, vêtu d'un blazer sur un t-shirt graphique qui disait « Cloud Life ». Derrière lui, un diaporama rempli de mots comme « synergie »,« pivot agile »,« évolutivité modulaire », aucun d'entre eux ne s'appliquant à la situation. Soyez assurés, dit-il, avec des dents trop blanches et une voix trop enthousiaste, nous avons identifié le décalage d'intégration comme un problème tiers. Nous avons déployé de nouveaux conteneurs back-end pour corriger la latence et travaillons activement sur une solution à long terme. Lucas a mis la vidéo en pause. Il a reconnu le tableau de bord des conteneurs dans le coin de l'écran. Connor avait laissé un onglet ouvert lors du partage d'écran. Il était clair qu'il avait déployé un conteneur vide. Pas de charge utile, pas de script, pas de cron, juste un nom, Fixed Container Green V2. Un leurre, un spectacle, une tentative de simuler la confiance devant un client qui représentait 40% des revenus de Aldantech. Connor ne résolvait rien. Il ne faisait que gagner du temps. Un temps qui, Lucas le savait, était déjà écoulé. Tard cette nuit-là, Melissa a appelé au lieu de texter. « Je suis inquiète, dit-elle. Brad m'a fait venir dans son bureau aujourd'hui. » Lucas se redressa. « Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il m'a demandé si j'avais partagé des inquiétudes avec quelqu'un en dehors de l'entreprise. Il a dit que quelqu'un avait alerté Greenbridge. La mâchoire de Lucas se serra. Tu as avoué quelque chose? Non, dit-elle, mais je pense qu'il me surveille. Lucas détestait ça. Détestait l'avoir entraîné là-dedans. Détestait qu'une femme qui n'avait fait que son travail, qui était restée après les heures de bureau, qui avait nettoyé les dégâts, qui avait formé des stagiaires, soit maintenant acculée pendant que les clowns qui avaient tout cassé souriaient simplement pour Zoom. Mélissa, dit-il, je peux mettre fin à ça. Pas encore, répondit-elle. Sois féroce maintenant. Laisse-le tomber un peu plus fort. Lucas rouvrit l'ancien fichier du pont hérité. Le certificat qu'il avait intégré, celui qui gérait les transferts nocturnes chiffrés entre le stockage cloud et les serveurs locaux, devait expirer dans 3 semaines. Une fois expiré, le pipeline de données se briserait. Le serveur de staging essaierait de pousser vers un point de terminaison non authentifié. Les graphiques du tableau de bord s'aplatiraient, à moins que Connor ou Brad ou l'un des jeunes développeurs ne trouve comment renouveler le certificat SSL enfoui à 3 niveaux de profondeur dans un outil de ligne de commande obsolète que Lucas avait installé il y a 5 ans. Le système resterait cassé de façon permanente. Lucas n'avait rien à toucher. L'entropie ferait le travail. L'email avait été envoyé. Lucas n'a pas vérifié de réponse. Il savait comment fonctionnaient ces choses. Les grandes entreprises ne répondaient pas aux astuces anonymes à moins que cela ne devienne impossible. Ils attendaient, vérifiaient en interne, appelaient des consultants pour interpréter ce que l'ami avait dit. Et quand ils réaliseraient que personne travaillant actuellement chez Aldan ne pouvait expliquer même la moitié de leur infrastructure, la tempête arriverait. La voix de Mélissa résonnait dans son esprit. Laisse-le tomber un peu plus fort. Alors il a attendu. Il travaillait à domicile maintenant, faisant du freelance occasionnellement, consultant pour quelques petites entreprises qui respectaient réellement l'expérience. Il n'avait pas besoin d'argent. Il avait des économies, aucune dette et une vie simple. Mais ce dont il avait besoin, c'était d'une clôture. Regarder Aldan Tech s'effondrer sous sa propre arrogance était le seul vrai paiement qu'il désirait. 2 jours après la présentation de Greenbridge, Mélissa lui a envoyé un court message. Vérifie leur LinkedIn. Lucas l'a consulté. La page de l'entreprise de Aldan Tech avait publié une mise à jour générique intitulée « Changements passionnants et innovations en matière de leadership », accompagnée d'une photo de Connor serrant maladroitement la main de Brad. La légende parlait de « transition de nouvelle génération » et de « transformation axée sur le client », mais elle ne mentionnait pas la catastrophe qui se préparait en coulisses. Lucas n'a même pas souri. C'était trop facile de voir où cela allait. Vendredi, Greenbridge avait intensifié. Mélissa a transféré un message, des captures d'écran d'une discussion interne où le directeur informatique de Greenbridge avait demandé des journaux d'accès complet des 30 derniers jours, un audit détaillé de tous les appels API, et un calendrier pour le prochain correctif système. Connor avait répondu par beaucoup de promesses vagues et de mots à la mode. Il essayait de bluffer dans un labyrinthe de données qu'il ne comprenait même pas. Cette nuit-là, Lucas s'est assis à son bureau, a ouvert son ordinateur portable et a composé un deuxième email. Cette fois, il était adressé au partenaire d'hébergement cloud de Aldan, une grande plateforme respectée publiquement qui offrait un support d'infrastructure, une évolutivité et un suivi de la conformité de la sécurité. Lucas n'était pas imprudent. Il n'a rien inventé. Il a simplement souligné 3 négligences à haut risque qui s'étaient produites depuis son départ. Chacune étayée par des dates, des fragments de code et des journaux d'erreurs visibles publiquement que tout ingénieur pouvait valider. Ce n'était pas une plainte. C'était un avertissement. Il l'a signé anonymement. Il a cliqué sur « Envoyer ». Le lundi suivant, l'accès de Aldan au centre de support développeur de la plateforme a été rétrogradé à « Limité ». Les privilèges internes ont été révoqués en attendant un examen. Mélissa a déclaré que la panique au bureau était immédiate. Connor a passé la majeure partie de la matinée au téléphone avec un représentant junior, essayant de faire expliquer à quelqu'un ce que « gel de conformité » signifiait. Pendant ce temps, Brad a envoyé un email général insistant sur le fait que « tout est sous contrôle ». Mais ce n'était pas le cas. Les échecs de synchronisation sont devenus plus fréquents.
Les clients ont remarqué des incohérences dans leur tableau de bord. Certaines livraisons ne s'affichaient pas. Les rapports ne tiraient pas de données. Et les graphiques qui donnaient autrefois confiance au PDG étaient maintenant remplis d'espaces vides et de roues tournantes. Lucas n'avait rien touché. Les systèmes tombaient en panne parce que personne ne savait comment les maintenir. Une nuit, Mélissa l'a appelé, la voix tendue et basse. Elle a dit que Brad l'avait accusé directement de divulguer des informations aux clients. « Je pense qu'il surveille mes frappes au clavier », dit-elle. Connor a dit quelque chose d'étrange ce matin à propos de l'installation de nouveaux outils de surveillance. « Je n'ai rien fait d'illégal, Lucas. Mais s'ils me le reprochent, ils ne le feront pas, coupa-t-il. Tu n'as fait que survivre. Il panique juste. Ne dis rien. Laisse-les se noyer là-dedans. Il y eut un long silence. Pourtant, dit-elle finalement, je mets mon CV à jour. 2 jours plus tard, Mélissa envoya un seul message qui fit marquer une pause à Lucas. Greenbridge s'est retiré. Il le lut 2 fois, puis 3 fois. C'était enfin arrivé. Le plus grand client de Aldantech, près de 40% de leurs revenus, avait officiellement résilié son contrat. Lucas savait qu'il ne le rendrait pas public tout de suite. Les entreprises comme ça ne le faisaient jamais. Mais en interne, le choc serait brutal. L'équipe de vente paniquerait. Les investisseurs appelleraient. Le conseil d'administration tiendrait des réunions d'urgence. Et Connor, il réaliserait enfin qu'il était complètement dépassé. Lucas ne célébra pas. Pas encore. Il y avait encore une tempête à venir. Le pont mérité, le code fragile et temporaire que Lucas avait installé pour que les anciens systèmes puissent communiquer avec les nouveaux, n'était plus qu'à 6 jours de son expiration. Une fois ce certificat périmé, tout processus dépendant de transfert de données sécurisé entre l'ancienne infrastructure et l'interface cloud échouerait silencieusement, sans crash, sans explosion, juste cesserait de fonctionner, et il ne saurait pas pourquoi. Il passa le week-end dans une satisfaction tranquille, marchant au bord du lac, buvant du café et écoutant de vieux disques de jazz. C'était paisible, le genre de paix qui venait après des années à porter un poids pour lequel on n'avait jamais signé. Chez Aldantech, Lucas avait passé des années à s'assurer que rien ne cassait. Il avait été le filet de sécurité, le système de secours, le gars que l'on appelait à 2 heures du matin quand un serveur déraillait et que personne d'autre ne pouvait le réparer. Mais maintenant, il n'était qu'un homme regardant un bâtiment en feu à distance, tenant les plans à la main. Le lundi suivant, Mélissa ne messagea pas, ni le mardi. Le mercredi matin, le téléphone de Lucas sonna. Pas un texte, un appel. Il répondit immédiatement. « Salut, dit Mélissa, essoufflée. C'est arrivé. »« Qu'est-ce qui est arrivé ?» demanda Lucas, bien qu'il s'en doutât. « La synchronisation est morte. Les tableaux de bord sont vides. Aucun des systèmes clients ne se met à jour. Les rapports de paie ne se chargent pas. Les alertes email ne se déclenchent pas. Nous avons 5 rapports d'incidents ouverts de 4 clients différents. » Et Lucas dit doucement, et personne ne sait pourquoi. Il ne dit rien. Ils sont en appel Zoom depuis 4 heures, continua-t-elle. Brad crie. Connor transpire à travers sa chemise. Un des jeunes ingénieurs a essayé d'exécuter un script de patch et a fait planter le nœud de sauvegarde. C'est le chaos. Le chaos total. Lucas marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, le soleil se levait lentement, calme, régulier. Ils finiront par trouver, dit-il. Non, ils ne trouveront pas, répondit-elle. Parce qu'aucun d'entre eux ne sait même où se trouve le pont. Lucas regarda la petite clé USB sur son bureau. Celle qui contenait le schéma de la structure du pont, le chemin du certificat, la commande originale utilisée pour le générer. Ils n'ont jamais voulu apprendre, dit-il. Ils voulaient moins cher, plus jeune, plus rapide, et maintenant ils l'ont. Mélissa rit. C'était un rire fatigué, mais réel. Tu as gagné, Lucas, dit-elle. Non, répondit-il. J'ai survécu. C'est différent. Puis il mit fin à l'appel, prit une profonde inspiration et ouvrit un nouveau document sur son écran. Parce que parfois, la vengeance n'était pas une question d'explosion. Parfois, c'était juste de laisser la gravité faire son œuvre.
Le vendredi suivant, le bureau de Aldan sentait la panique. Mélissa était assise à son bureau, tapant un email qui n'avait pas besoin d'être envoyé, juste pour occuper ses doigts. Autour d'elle, l'étage autrefois calme bourdonnait de tension. Les téléphones sonnaient plus souvent. Personne ne préparait de café. Les gens chuchotaient dans les coins et fixaient les écrans comme s'ils attendaient qu'ils prennent feu. Brad était dans son bureau vitré toute la matinée, faisant les 100 pas. Une oreillette Bluetooth coincée dans l'oreille. Connor n'était pas encore arrivé. La rumeur disait qu'il était chez lui, essayant de tout réparer à distance. La panne du pont n'avait pas seulement causé des problèmes de synchronisation des données. Elle avait exposé tout ce qui était caché derrière des présentations flashy et des titres de poste gonflés. Les clients ne se contentaient pas d'appeler, ils envoyaient des menaces légales. Un client avait exigé une documentation complète de leur intégration dans les 48 heures, sous peine de litige immédiat. Brad avait essayé d'appeler le développeur original, mais Lucas, bien sûr, n'avait pas répondu. Le lendemain, une réunion de conseil d'administration d'urgence privée a eu lieu. Elle n'était pas au calendrier, mais Mélissa a entendu la responsable des RH le dire à voix haute en parlant à quelqu'un à voix basse près de la salle de pause. Connor ne s'en sortira pas, marmonna la femme. Le conseil est furieux. Et Brad, il sue à grosses gouttes. Ils vont avoir besoin de quelqu'un à blâmer. Mélissa n'était pas surprise. C'est ainsi que les hommes comme Brad fonctionnaient. Toujours confiants, toujours bruyants, jusqu'à ce que la pièce devienne froide. Ensuite, il s'agissait de détournement, de blâme, de jeter quelqu'un sous le bus pour faire semblant qu'il n'était pas celui qui conduisait tout droit vers un précipice. Le lundi, Mélissa a reçu un email de Brad à l'échelle de l'entreprise intitulé « Plan de transition de leadership et de réalignement ». C'était 2 paragraphes de jargon. La seule chose qui importait était à la 3e ligne, avec effet immédiat, Connor Aldan ne exercera plus de fonction de direction. Mélissa l'a transmis à Lucas sans commentaire. Lucas l'a lu depuis son canapé. Il n'a pas souri. Il n'a pas ressenti de triomphe. Ce qu'il a ressenti, c'était l'inévitabilité, et il y avait plus à venir. Ce soir-là, Lucas fit une promenade dans le parc au bord de la rivière. L'air était vif, le soleil commençait à descendre. Le même chemin qu'il avait parcouru la nuit après avoir été licencié. La boucle qui lui éclaircissait l'esprit. Il s'assit sur un banc sous un érable, ouvrit son téléphone et parcourut les articles de presse. Rien sur Aldan Tech encore. Cela viendrait plus tard. Puis son email vibra. Il ne venait pas de Mélissa, ni de Greenbridge, ni d'une adresse anonyme. Il venait de Laurence Baxter, directeur de l'infrastructure et des systèmes chez Centra Group, l'une des plus grandes entreprises de technologie logistique du pays. Objet, recherche du bon ingénieur. Lucas l'ouvrit avec prudence. Monsieur Miller, j'espère que ce message vous trouve bien. Je comprends que c'est non sollicité, mais je vous serais reconnaissant de m'écouter. Mon équipe a récemment découvert une série de failles de sécurité et de défauts architecturaux lors d'un audit des systèmes de Aldan Tech. Quelqu'un, une source anonyme, nous a aidé à éviter une perturbation majeure de notre réseau logistique. Cette même personne a fourni des détails techniques précis que seul un développeur profondément familier avec l'architecture pourrait connaître. Je sais que vous n'êtes plus chez Aldan. Nous aimerions vous parler. Aucune obligation, aucune supposition, juste une conversation. Si vous êtes ouvert, je peux personnellement organiser un appel à votre convenance. Une invitation de calendrier était jointe. Simple, professionnel, respectueux. Lucas fixa l'écran un long moment. Il ne s'agissait plus de vengeance. C'était autre chose. Pas seulement une reconnaissance, pas seulement une validation. C'était une porte qui s'ouvrait. Il tapa une réponse courte et calme. Oui, je suis disponible mardi à 10h. Puis il éteignit son téléphone et continua à marcher. Chez Aldan, Mélissa a dit que l'équipe financière préparait les indemnités de départ. Elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles 3 autres clients partiraient d'ici la fin du mois. Le CTO avait déjà nettoyé son LinkedIn. Les employés déplaçaient discrètement des fichiers des serveurs de l'entreprise et imprimaient des CV pendant la pause déjeuner. Brad s'était complètement retiré, on le voyait à peine.
Une note avait circulé disant qu'il prenait du temps pour restructurer l'alignement de la vision et les parcours exécutifs. Mélissa l'a traduite, il se cache. 2 jours plus tard, elle a appelé Lucas tard dans la nuit. Il ferme le portail interne. Je pense qu'il prépare des licenciements. Lucas, c'est fini. Presque, répondit-il. L'entretien avec Sandra s'est mieux passé que prévu. Laurence Baxter ne perdit pas de temps. Il ne demanda pas à Lucas de parcourir son CV ni de justifier son interruption d'emploi. Il dit simplement, « Dites-moi ce que vous avez vu venir et comment vous l'avez arrêté. » Lucas lui expliqua tout. Non pas avec arrogance, non pas avec amertume, juste avec honnêteté, la façon dont les choses étaient construites, les avertissements qu'il avait donnés, l'indifférence à laquelle il avait été confronté, et ce qui s'était passé quand les mauvaises personnes étaient chargées des parties les plus critiques des systèmes centraux d'une entreprise. Quand il eut fini, Laurence dit, « C'est le genre d'homme que je veux pour construire notre infrastructure. » Lucas fit une pause. « Je n'ai rien construit cette fois. J'ai juste laissé tomber et laissé les choses s'effondrer. Et c'est précisément pourquoi vous êtes celui en qui j'ai confiance pour la reconstruire. » Une semaine plus tard, l'offre arriva, poste entièrement à distance, responsable infrastructure senior, salaire presque le double de ce que Aldan lui avait jamais payé, pleine autonomie, une équipe qu'il choisirait lui-même. Il accepta, et le jour de sa prise de fonction, il envoya un dernier email à Mélissa. Pas d'objet, juste une photo. C'était une photo d'un bureau, propre, lumineux, avec un nouvel ordinateur portable, une tasse où l'on pouvait lire « Built »,« Notebooked » et une fenêtre donnant sur le port. Mélissa répondit par un seul mot, « Mérité ». La dernière fois que Lucas entendit le nom Aldan Tech prononcé à voix haute, ce ne fut pas dans un article de presse, ni par Mélissa, ni même par un client. Ce fut lors d'une vidéoconférence avec un analyste de système chez Centra qui dit, honnêtement, après ce qui s'est passé chez Aldan, nous sommes très prudents. Lucas ne s'y a pas. Il hocha simplement la tête et retourna à la révision de l'architecture pour un nouveau modèle d'intégration. Mais intérieurement, quelque chose s'apaisa. Un petit poids se leva. Il ne s'agissait pas d'entendre le nom. Il s'agissait du ton. La façon dont cela avait été dit, non pas avec révérence, non pas avec curiosité, mais avec prudence, avec une leçon apprise. C'est ce que Aldan était devenu maintenant, un avertissement. 2 mois après que Lucas a rejoint Centra, Aldan a officiellement annoncé qu'elle allait subir une réorganisation interne complète et réorienter sa stratégie. Une déclaration qui ne signifiait absolument rien pour quiconque connaissait la vérité. Le communiqué de presse était un enterrement d'entreprise insipide. Pas de nom, pas de cause, pas d'aveu d'échec. Mais Mélissa a comblé les lacunes. Elle a envoyé un message un matin avec une courte note vocale. Ils dissolvent le département informatique. La plupart du personnel restant a été licencié la semaine dernière. Le conseil retire le financement de 2 des projets hérités de Brad, et je pense qu'il est contraint de démissionner. Une semaine plus tard, elle en a envoyé un autre. Le LinkedIn de Brad a disparu. Il a juste disparu du jour au lendemain. Les gens disent qu'il a fui à la maison de lac de son père. On parle d'un audit interne. Les investisseurs veulent des réponses. Personne ne répond au téléphone. Les clients sont partis. Ils ont perdu le contrat gouvernemental vendredi dernier. Lucas n'en demanda pas plus. L'entreprise à laquelle il avait consacré 12 ans s'était vidée de son sang, non pas par une seule coupure fatale, mais par des centaines de petites, chaque détail manqué, chaque avertissement ignoré, chaque décision égoïste qui avait mis l'expérience de côté au profit de la commodité. Et quand cela comptait le plus, personne ne savait où les os étaient enterrés, sauf l'homme qu'ils avaient jeté. Lucas ne se réjouissait pas de leur destruction. Il n'y avait pas de discours à prononcer, pas de vidéo virale, pas de confrontation dramatique. Personne ne vint ramper pour implorer de l'aide. Il ne voulait pas cela. Il voulait la paix, et il l'avait enfin. Ses journées à Centra étaient calmes et efficaces. Son équipe le respectait, posait des questions, prenait des notes, venait préparer. Les jeunes ingénieurs n'étaient pas arrogants. Ils étaient curieux, et Lucas, pour la première fois depuis des années, sentait qu'il pouvait respirer. Il ne mentionna jamais Aldan par son nom, pas une seule fois. Mélissa finit par partir aussi,
après avoir négocié un meilleur rôle dans une autre entreprise. Avant de partir, elle envoya un dernier message à Lucas. Ils ont fermé les portes la semaine dernière. Pas d'annonce, juste éteint les lumières et laissé une note pour le gérant de l'immeuble. Je suis passé devant le bâtiment aujourd'hui. Le hall est vide, des panneaux à louer dans les fenêtres. Je n'arrive pas à croire que c'est fini. Lucas tapa sa réponse lentement. C'était fini le jour où ils ont arrêté d'écouter. Il ne l'envoya pas. Il ferma juste la conversation et regarda dehors. Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres dorées sur le trottoir. Une douce brise faisait bruisser les feuilles devant son appartement. Sur son bureau, à côté de son écran, se trouvait l'ancienne clé USB argentée. Il la prit, la pesa dans sa main, puis ouvrit le tiroir et la posa à l'intérieur. Soigneusement, tranquillement. Puis il se leva, prépara une nouvelle tasse de café et retourna travailler. Il n'y eut pas de feu d'artifice, pas d'applaudissements, juste un homme qui reconstruisait quelque chose à partir de zéro sans que personne ne le regarde par-dessus l'épaule cette fois. Et pour Lucas, c'était suffisant.